comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous sommes conditionnés depuis notre plus tendre enfance, par la culture dans laquelle nous avons baigné, par le milieu socio-professionnel dans lequel nous avons grandi, par l'éducation que nous avons reçue, etc. Mais nous nous sommes aussi et surtout construits en conformité avec ce que l'on attendait et disait de nous. Aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes bien plus que cela et qu'il est indispensable de dépasser notre identité pour avancer vers plus d'authenticité. Alors que je me débattais dans les méandres de la dépression, dans le cadre d'une initiation à l'équithérapie, l'animateur nous a demandé de nous présenter au groupe. J'étais en fin de cercle et j'ai donc eu le temps de réfléchir à ma réponse, peut-être trop d'ailleurs. Les questions ont eu le temps de se bousculer. Est-ce que ma filiation définit réellement qui je suis? Mon nom, mon prénom, d'où je viens, entre autres choses? Est-ce que mon expérience de la vie, autrement dit mon âge, a un quelconque intérêt? Est-ce que ce que je fais, mon travail, mes hobbies, me représentent vraiment? Lorsque mon tour est arrivé, je me suis contentée de fondre en larmes, incapable de partager ce qui me définissait. À l'époque, cette expérience est venue renforcer ma croyance selon laquelle je n'étais plus personne, j'étais devenue transparente et je ferais mieux de disparaître. Aujourd'hui, j'ai une autre interprétation de cet événement. Je crois que j'étais juste arrivée au bout de la déconstruction de mon identité. Parce que n'est-ce pas ça, au fond, la dépression? Un processus de déconstruction identitaire pour construire ensuite une identité plus en accord avec qui nous sommes profondément. Selon Jacques Lacan, nous nous construisons à travers nos identifications. Notre moi, tel un oignon, serait composé de multiples couches identitaires façonnées par nos modèles passés et présents. Chaque couche nous éloignant un peu plus du cœur de notre oignon, qui nous sommes vraiment. Winnicott parlait quant à lui de faux self que nous développerions en réponse aux attentes et aux pressions de notre environnement. Autrement dit, un faux moi conforme aux attentes sociétales qui pèsent sur nous. Quant à Lise Bourbeau, elle parle plutôt de masques que nous aurions développés pour faire face aux blessures de notre âme et avec lesquels nous jonglerions à longueur de temps. Elle a d'ailleurs appelé ce phénomène le bal des masques. Dans tous les cas, notre identité, en opposition à qui nous sommes vraiment, serait donc pur conditionnement. Pour se souvenir de qui nous sommes, il nous faudrait donc oublier nos modèles, les attentes sociétales et nos blessures. Et c'est exactement ce que nous permet de faire la dépression. Elle enlève nos couches identitaires les unes après les autres, déconstruit notre faux self et fait tomber les masques. Le point commun de toutes ces théories, c'est ce qui se cache derrière notre identité. Notre besoin d'être aimé et la peur de ne pas l'être qui en découle. Si l'on en croit la légende, au XIIIe siècle, le roi Frédéric II de Sicile aurait ordonné qu'on subvienne aux besoins physiologiques de 6 nourrissons sans jamais leur donner ni d'amour, ni d'affection, ni même d'attention. L'expérience consistait à déterminer si, privés de contact, ils allaient développer le langage ou non. Au final, aucun n'a survécu suffisamment longtemps pour être en mesure de prononcer un seul mot. Parce qu'à cet âge, être aimé est vital bien plus encore que la satisfaction de nos besoins physiologiques. Alors, pour nous garantir l'amour de nos proches, nous avons tous accepté de jouer les rôles que nos proches nous ont assignés, parfois même bien avant notre naissance. Petite fille, mon rôle principal était celui de la gentille fille. La fille attentive, serviable, disponible, généreuse, altruiste, arrangeante, flexible, calme, pondérée, bref, celle qui fait passer les besoins et désirs des autres avant les siens. Par crainte de ne plus être aimée si je ne jouais pas ce rôle que mon entourage m'avait assigné, j'ai littéralement étouffé la petite intrépide qui sommeillait en moi pour n'être plus que la gentille fille que l'on attendait de moi. Jusqu'à ce qu'un autre besoin devienne encore plus vital, le besoin d'authenticité. Pour 64% des adultes, être aimé reste le besoin prioritaire. Pour les 36% restants, c'est le besoin d'authenticité qui finit par l'emporter. Cela correspond souvent à ce que la société appelle la crise du milieu de vie, appelée plus scientifiquement par Jung, processus d'individuation. À ce moment-là, l'individu prend conscience de l'incongruence entre son identité et qui il est profondément. S'ensuit alors une période plus ou moins longue et plus ou moins inconfortable de déconstruction, puis de reconstruction identitaire visant à intégrer les différentes facettes de sa personnalité pour parvenir à plus d'authenticité. Sartre a dit, pour être plus libre et plus lucide, il faut sortir des rôles dans lesquels la société nous enferme. Je sais ce que tu te dis. Ok, mais lorsque c'est fait, que reste-t-il ? Selon Serge Marquis, nous sommes ce qui en nous ne vieillit pas. La capacité d'être là, la capacité d'aimer, la capacité de s'émerveiller, etc. Et effectivement, quand on y réfléchit, toutes nos couches identitaires, tous nos masques vieillissent. Aucun n'est imperméable au temps qui passe. Tous sont en constante évolution. Et si finalement la question n'était pas de savoir qui nous sommes, mais ce qui donne un sens à notre existence? Je terminerai par cette réflexion pleine de bienveillance de Christophe André. Il est parfois utile de ne pas se chercher soi, mais simplement de chercher sa place, c'est-à-dire le lieu, l'activité, les liens qui nous donnent le mieux le sentiment d'exister. À la semaine prochaine et surtout n'oublie pas, prends soin de toi.